Bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans ce podcast, nous allons voir comment mettre en place une alimentation idéale en respectant les apports en protéines, en glucides, en fibres et en graisses, de façon à respecter la diète méditerranéenne, la diète low carb et quelque part aussi les recommandations officielles. Nous allons donc apprendre comment fixer son total calorique, quelle quantité de protéines, de glucides et de matières grasses nous pourrions apporter chaque jour à notre organisme et à partir de quel type d'aliments, afin de donner à notre organisme le meilleur de ce dont il aurait besoin et dans les proportions idéales, aussi bien pour un objectif de poids sain que pour améliorer la longévité et la santé générale. Il s'agit donc d'un contenu absolument capital du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, car il se situe à la croisée des chemins entre l'alimentation contrôlée en glucides, l'alimentation paléo, l'alimentation méditerranéenne et plus généralement l'alimentation saine, dépourvue de produits transformés, de graisses transformées, de glucides à index glycémique élevé et de produits cultivés ou élevés dans de mauvaises conditions. Il s'agit là d'une partie gratuite, d'un contenu premium réservé aux membres Blueness et que vous retrouverez directement en intégralité sur le site blueness.com. Évidemment, il existe une infinité d'aliments, d'individus différents et de cas de figure distincts. Il serait donc illusoire de dresser des assemblages de repas optimaux. En revanche, à partir d'exemples simples, on va comprendre et intégrer la logique générale et on peut tenter d'approcher le ratio idéal et les recommandations en macronutriments en choisissant au mieux ces aliments ainsi que les quantités servies. Et pour les plus doués en cuisine, il sera beaucoup plus intuitif par la suite, une fois la logique comprise, d'adapter ces recettes ou d'en créer en respectant l'équilibre important entre les différents types de graisses et en respectant également l'apport en protéines et en glucides. Alors tout d'abord, quel apport calorique par jour ? Les besoins nutritionnels des adultes varient selon le sexe, l'âge, la corpulence ou l'activité physique et l'existence éventuelle de problèmes de santé. Mais malgré cette variété, les pouvoirs publics de santé en France, en Europe ou dans le monde émettent régulièrement des recommandations générales. Pour un homme adulte, l'apport conseillé en énergie est en moyenne de 2400 à 2600 calories par jour selon l'activité. Pour une femme adulte, il est de 1800 à 2200 calories. Sur le plan pratique et en dehors de ces recommandations officielles, certains nutritionnistes considèrent qu'on a souvent tendance à surestimer son besoin calorique et que cela ne nous coûte rien de diminuer sensiblement les portions afin de voir ce que cela donne en termes de vitalité et de reflet sur le miroir. Ça, c'est pour le total calorique. On va considérer que c'est la contrainte générale et globale qu'on va essayer plus ou moins de respecter, sans qu'il s'agisse forcément de la seule et unique variable, ou du moins de la variable la plus importante. Disons que c'est une contrainte basique sur laquelle on va se greffer pour appliquer les préceptes enseignés dans le guide Blueness et basés sur les grands piliers de l'alimentation, que sont l'alimentation méditerranéenne, l'alimentation contrôlée en glucides et l'alimentation plus générale des zones bleues. Alors, maintenant qu'on a l'apport calorique journalier, donc entre 1800 à 2600 calories par jour, comment faire en pratique pour mettre en place son plan alimentaire dit idéal ? Tout d'abord, en définissant son apport en protéines, en glucides et en lipides par jour. En ce qui concerne cette répartition, donc protéines, glucides et lipides, comme nous l'avons vu dans les premiers podcasts du guide Blueness, les pouvoirs publics recommandent toujours un apport majoritaire sous forme de glucides, jusqu'à 55% parfois, ce qui fait toujours débat. Mais ces organismes de santé semblent évoluer vers une répartition plus équilibrée puisqu'ils recommandent année après année, un apport un peu plus important provenant des bonnes graisses, actuellement recommandé à hauteur de 30 à 40%. Enfin, les pouvoirs publics recommandent un apport calorique sous forme de protéines qui s'élève à environ 15% des apports, ce qui là aussi fait débat.
certains courants de nutrition recommandent d'augmenter l'apport en protéines jusqu'à 25 voire 30% si nécessaire, au détriment des glucides si possible. Ainsi, le courant émergent des nutritionnistes qui défendent un rééquilibrage plus adapté des glucides au mode de vie moderne, qui est plus confortable et plus sédentaire qu'auparavant, et donc selon lesquels la sécrétion intempestive de l'insuline serait potentiellement dangereuse à long terme. Donc ce courant émergent de nutritionnistes recommande plutôt les valeurs suivantes. Jusqu'à 30% des apports caloriques pouvant provenir des protéines, jusqu'à 40% des apports caloriques pouvant provenir des glucides, et jusqu'à 35% des apports qui peuvent provenir des lipides. Donc, je répète pour être plus clair, 30% des protéines, 40% proviennent des glucides et 35% proviennent des lipides. C'est à peu près donc équilibré. Tous ces chiffres sont bien jolis sur le papier, mais comment on met tout ça en pratique ? Par exemple, si 30% des apports caloriques proviennent des protéines, cela se convertit à environ 60 à 100 grammes. Mais est-ce que 100 grammes de viande, c'est 100 grammes de protéines ? Et si on doit consommer environ 30 à 35% des apports sous forme de graisse, cela signifie-t-il 35% du volume de l'assiette ? Loin de là. Afin de répondre à toutes ces interrogations, nous allons d'abord apprendre à convertir le poids de ces aliments en calories, afin de comprendre la théorie, puis, en pratique, pouvoir estimer les portions. Ensuite, nous allons apprendre à estimer grossièrement la répartition entre les différents macronutriments et entre les différents types de lipides, le tout en respectant les ratios optimaux déjà décrits dans le guide Blueness. Donc tout d'abord, reprenons à la base, la conversion grammes-calories. Ce calcul que nous allons décrire n'a aucun secret pour les sportifs en général, mais dans le monde des sédentaires ou des sportifs du dimanche, c'est tout autre chose. Lorsqu'on dit par exemple que 30 à 35% des calories peuvent provenir des bonnes graisses, cela ne signifie pas que 35% des aliments ou du volume de l'assiette doit être représenté par les graisses. En réalité, on dit que 30 à 35% des calories proviennent des bonnes graisses. Or, les graisses sont plus denses en calories que les protéines et les glucides. C'est ce que nous allons voir tout de suite. En fait, il faut savoir qu'un 1 gramme de matière grasse, c'est 9 kilocalories. Pour simplifier, nous allons dire 9 calories. Donc 1 gramme de matière grasse, c'est 9 calories. Donc si l'on prend l'exemple très simple du beurre, qui n'est quasiment exclusivement composé que de graisse, 100 grammes de beurre correspond à 100 fois 9, 900 calories. Puisque 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Ensuite, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Nous constatons donc que les lipides, qui pèsent 9 calories, sont plus denses caloriquement parlant que les protéines et les glucides. C'est d'ailleurs en partie pour cela que les graisses sont très rassasiantes et qu'elles permettent paradoxalement, malgré leur densité calorique, de consommer moins de calories à la longue, car elles ont souvent tendance à rassasier sur une plus longue période que les glucides par exemple, sans parler de la glycémie qui s'élève généralement à chaque fois qu'on consomme des glucides, ce qui crée des fringales réactionnelles ou des hypoglycémies. Donc en pratique, pour composer nos assiettes, ou au moins avoir une idée de l'apport que représente chaque macronutriment dans son alimentation, il suffit de faire le calcul pour chaque aliment. C'est très chronophage à la longue et nous pouvons pour cela nous aider d'applications de tracking d'aliments ou d'Internet tout simplement. Et ici, nous allons le faire une fois, vous pourrez le refaire chez vous plusieurs fois pour comprendre la logique, mais à terme, l'objectif est de ne plus y prêter d'attention car vous connaîtrez approximativement les quantités qui vous conviennent et qui sont efficaces. L'important ici, c'est d'apprendre à quantifier ce que représente en calories 100 g de viande, ensuite 100 g de lentilles, 100 g de riz, ou bien 13 g d'huile d'olive, en termes d'apport calorique donc.
Prenons un exemple. Si lors d'un repas, nous consommons un steak haché cru, 5% de matière grasse, avec 13 g d'huile d'olive, une salade et 150 g de lentilles cuites. Ce qui fait donc un repas assez classique. Donc steak haché, huile d'olive, un peu de salade et des lentilles. Voici comment on estime à peu près les calories. 100 g de steak de bœuf haché cru, avec 5% de matière grasse, contient donc principalement 5% de matière grasse, donc 5 g de lipides sur 100 g, et le reste, environ 20 g de protéines. C'est ce qui est en tout cas écrit sur l'étiquette du produit consultable directement dessus. Dans 100 g de steak, il n'y a pas 95 g de protéines, il n'y a que 20 g de protéines. Le reste étant de l'eau et des micronutriments. Donc, 5 g de lipides dans 100 g de steak de bœuf correspondent, si on les multiplie par 9, puisqu'il s'agit de lipides, à 45 calories. 20 g de protéines qui sont contenues dans les 100 g de steak, si on les multiplie par 4, correspondent donc à 80 calories. Ce qui donne en tout et pour tout pour le steak, 125 calories, puisqu'il y a 80 calories qui proviennent des protéines, auxquelles s'ajoutent les 45 calories qui proviennent des lipides. On peut faire le même calcul pour les lentilles. Ces dernières prennent lors de la cuisson 2 à 3 fois le volume cru. Si vous souhaitez préparer par exemple 150 g de lentilles cuites, il faut en cuire entre 50 et 60 g. Ou du moins regarder l'étiquette en se basant donc sur 60 g de lentilles crues et non cuites pour bien calculer la teneur en calories. On peut également, pour aller plus vite, regarder directement sur Internet les informations nutritionnelles des lentilles cuites et non crues, mais ici je décortique volontairement le raisonnement complet. Donc 50 g de lentilles crues se décomposent comme suit selon l'étiquette. 30 g de glucides, 13 g de protéines et 0,5 g de lipides. Donc les glucides représentent donc 30 g, ce qui donne 30 multiplié par 4, 120 calories. Les protéines, il y en a 13 g que l'on multiplie par 4, ce qui donne 52 calories. Et enfin les graisses, il y en a 0,5 que l'on multiplie par 9, ce qui donne 4,5 calories. Les lentilles représentent donc 176,5 calories. Enfin pour l'huile d'olive, 13 g représente tout simplement 13 g de graisse, principalement des oméga 9 d'ailleurs, ce qui fait donc 13 multiplié par 9, ce qui donne 117 calories. Si l'on consomme un steak à 5% de matière grasse, un bol de lentilles et de l'huile d'olive, on a sur ce repas un total calorique d'environ 418,5 calories. Si l'on calcule la répartition en pourcentage de chaque macronutriment pour ce repas, les protéines pèsent donc caloriquement parlant 32%, les glucides 29% et les lipides 40%. Nous avions vu précédemment que les recommandations tournaient autour, selon les sons de cloche, mais les recommandations telles que nous les défendons dans le guide Blueness tournent autour de 25 à 30% de protéines, 40% d'apport calorique en glucides et 35% d'apport en lipides, pour une répartition équilibrée, relativement modérée en glucides et non cétogène, attention, car pour la diète cétogène, c'est un cas à part que nous verrons dans un podcast dédié. Donc dans l'exemple que nous venons de voir, nous voyons que nous sommes dans la fourchette assez haute en termes de protéines, donc 32% d'apport en protéines versus les 30% maximum que l'on recommande. Nous sommes un tout petit peu en deçà en termes de glucides, donc 29% au lieu des 30 à 35% recommandés en général en glucides, voire 40% grand maximum. Et un peu au-dessus en termes de lipides, donc 40% au lieu des 35% recommandés par les pouvoirs publics. Donc comment on peut interpréter ce repas ? Ce repas, donc de steak, de lentilles, d'huile d'olive et de quelques végétaux, il est principalement protéique. Et ce,
Déjà en raison du steak forcément, mais aussi en raison du féculent, qui a été délibérément choisi pour son apport en protéines végétales, il s'agit des lentilles. Il est donc assez logique que ce repas soit en faveur des protéines au détriment des glucides. Cela aurait été différent si nous avions choisi du riz par exemple, d'où l'importance de faire tourner ces aliments et d'intégrer parfois des glucides plus faibles en protéines, un peu plus riches en glucides, en fonction de la dépense énergétique attendue ou déjà réalisée. L'apport en lipides, lui, est assez élevé. Il provient majoritairement de l'huile d'olive, qui reste une source saine de graisse, et de la viande, qui apporte tous deux principalement des oméga 9, ce qu'il faut de graisses saturées et polyinsaturées, car on sait que la viande apporte un peu de graisse saturée, et un peu d'oméga 6 et d'oméga 3. Ce qui confirme qu'on a plus ou moins respecté le ratio oméga 9, acides gras saturés, oméga 6, oméga 3. Gare toutefois aux quantités de graisse en veillant à les modérer, surtout si on est dans une alimentation tournée vers les glucides pour l'apport énergétique et non en cétose. En effet, il faut tout de même rappeler qu'il y a un total calorique, alors évidemment qu'il n'est pas censé être respecté à la lettre, mais l'idée est quand même de se dire qu'il y a un bol alimentaire global, une dose d'énergie entrante, et que si possible, l'idée n'est pas non plus d'exploser les compteurs et d'avoir une alimentation à la fois riche en graisse et riche en glucides. En conclusion, on voit donc que ce repas rentre à peu près dans les clous et que les apports sont globalement, en tout cas les proportions sont globalement respectées à la journée, si les autres repas sont principalement basés sur un peu de graisse saturée et de protéines éventuellement le matin, des graisses polyinsaturées le soir via le poisson ou des végétaux, et des sources de glucides, modérées. Mais alors maintenant, comment faire pour appliquer ce modèle sur une journée, voire une semaine complète? Et surtout, comment le faire en respectant non seulement la répartition optimale entre protéines, glucides et lipides que nous venons de voir, mais aussi la bonne répartition entre les différents types de lipides, c'est-à-dire entre les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 et les gras saturés. Ça n'est pas une chose aisée ni intuitive. Il va donc falloir rappeler quels sont ces différents types de graisses, en quelle proportion faut-il les apporter, et également déterminer des valeurs absolues, c'est-à-dire pas seulement des proportions, entre 25 et 35% par exemple, mais aussi des valeurs absolues en grammes, afin d'y voir beaucoup plus clair sur le plan pratique, c'est-à-dire lorsque vous allez regarder vos étiquettes, de façon à directement identifier si tel produit peut rentrer dans votre bol alimentaire ou s'il risque d'exploser vos compteurs en termes de glucides ou de lipides, ou même parfois de protéines, même si c'est beaucoup plus rare. Alors pour apprendre à faire tout cela, comprendre combien de grammes de protéines, combien de grammes de glucides et de grammes de lipides et de grammes de type de lipides il faudrait pour bénéficier d'une alimentation absolument optimale, je vous donne rendez-vous directement sur le site Blueness dans la partie réservée aux membres. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.